Ah, je sens qu'on va passer une bonne soirée. On a bien démarré, hein. Ça fait du bien parce que franchement, quelle année. Enfin, même depuis quelques temps. D'ailleurs, je me posais la question, je ne sais pas si la vie a déjà été aussi stressante, aussi compliquée que ces derniers temps. D'ailleurs, je me posais la question ces derniers temps, est-ce que notre cerveau est fait pour recevoir autant d'informations différentes, stressantes par jour? Ça n'arrête pas. À peine t'allumes la télé ou la radio, c'est le PIB, le CAC 40, la crise, la dette, la crise de la dette, l'inflation, la pollution, la restriction, le régime du camp, le régime Bachar al-Assad. Ça va trop vite. D'ailleurs, ça va tellement vite que moi, la première fois que j'ai entendu à la télé la fameuse expression le printemps arabe, j'ai cru qu'ils avaient ouvert un nouveau magasin Tati. Ça fait des années que ça dure. Rappelez-vous, à l'époque, la grippe A, vous vous souvenez ou pas? Bon, on a cru qu'on allait tous mourir. Hein. À l'arrivée, on a appris à se laver les mains. Hein. Est-ce que notre cerveau est fait pour recevoir autant d'informations différentes, stressantes par jour? Hein. Souvent, tu es dans ta cuisine, comme ça. Bon, souvent, dans la cuisine, on a la télé. Hein. Sur la télé de la cuisine, Dominique Strauss-Kahn va être président de la République. Ok, bon, super. Hein. Tu retournes dans le salon. Hein. T'as pas le temps d'arriver dans le salon. Sur la télé du salon, il est en prison. Alors du coup, c'est François Hollande, hein. François Hollande, un président normal. Hein. Enfin, quoique, là aussi, c'est spécial. Là aussi, c'est allé très vite. Si on réfléchit 2 minutes, François Hollande, il y a 5 ans, il ne faut pas oublier, c'est son ex-femme, Ségolène Royal, qui devait être président de la République. 5 ans après, c'est lui, c'est le mari. Enfin, le fils aussi, il fait de la politique. Enfin, ça va. C'est difficile à suivre, ça va très vite. En fait, remarque, c'est un peu... En fait, c'est une vraie famille politique. C'est un peu comme les Kennedy, quoi. Enfin, les Kennedy en moche. Voilà. Merci pour eux. Tu retournes dans la cuisine, là, tu allumes la télé, la crise. La crise. Non, la crise. Parce que c'est la crise. Moi, j'ai la quarantaine. Hein. J'ai l'impression que ça fait 30 ans que c'est la crise. Bon, il faut dire aussi, c'est vrai, j'ai grandi à Marseille. Je crois qu'à Marseille, ça a toujours été la crise. Je crois que déjà, même sous l'Antiquité, c'était déjà la crise. Bon, il faut dire aussi, c'est vrai qu'il y a 2500 ans, hein, les premiers arrivés dans le port naturel de Marseille, c'était des Grecs. Ils sont arrivés comme ça, hein, ils sont arrivés en bateau, avec des bateaux qu'on leur avait prêtés déjà à l'époque. Hein, il y avait 3 bateaux, il y avait le Cofidis, le Cofinoga, le CTLM. Et ils se sont installés comme ça parce que c'est parti de la crise grecque. Après Chypre, l'Espagne, on comprend rien. La crise grecque. Moi j'adore parce que chaque fois on ne sait pas trop qui le fait. Ils arrivent, j'adore, chaque fois ils arrivent, ils disent bon, cette fois-ci on a bien réfléchi, cette fois-ci on a trouvé la solution, cette fois-ci on va réinjecter 800 milliards d'euros. Hein 800 milliards d'euros. Il y a des sous ou il n'y a pas des sous? Parce que ça fait des années quand même pourquoi on comprend rien. Même les trucs simples, on comprend plus rien. Souvent tu regardes la télé comme ça, à la télé, bon, il y a une pub pour une friandise, c'est une Nutella. Là, la pub est très bien faite, hein. La maman est très belle, les enfants sont propres, le chien a un brushing, enfin, c'est génial. Et toi, t'as même pas le temps de penser à en manger, qu'à la fin de la pub, ils te refroidissent. Il y a un bandeau blanc qui défile en bas de l'écran, où il y a écrit, surtout pour la santé, manger 5 fruits et 5 légumes par jour. Et là, je suis sérieux, hein. Est-ce que c'est 5 fruits et 5 légumes? Ou est-ce que c'est 5 fruits ou 5 légumes? Bon, tu fais ma gamme, tu manges 7 fruits, 3 légumes. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, remarque, c'est plus la peine de se prendre la tête avec cette histoire, 5 fruits et 5 légumes, parce que maintenant, on est tranquille, parce que maintenant, il y a les smoothies. Qu'est-ce que c'est que ce truc du jour au lendemain? Les smoothies. Non, parce que c'est américain, il faut le dire avec l'accent, ça veut dire tout en anglais. Smoothie, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du jour au lendemain, toute la journée, il faut boire des smoothies, c'est bon pour la santé, dans les smoothies, il y a des vrais fruits, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais surtout du jour au lendemain, monsieur, soyez franc, franchement. Est-ce qu'il y a 4-5 ans, vous connaissiez les smoothies? Franchement. Non, mais moi non plus. Mais d'ailleurs, personne. Parce que nous, comme des cons, on savait pas, on buvait des jus de fruits. Bonjour à
toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déclaration d'humour. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Titoff. Exactement. Salut Titoff, ça va? Incroyable comment vous avez bien préparé l'émission. T'es bien Là, installé. tout de suite, vous vous trompez pas de nom. Voilà, je suis assez impressionné, quoi. Je suis ravi, c'est très joli chez vous. Merci. Très bien. Voilà. Bon alors avant de commencer, avant toute chose, il y a un de nos invités qui a voulu te poser une question, donc je te laisse regarder. D'accord. Et puis on en parle tout de suite après, évidemment. Titoff, je voulais savoir si tu es vraiment paresseux ou si tu fais semblant. Très bien. Alors merci pour cette question. Il y a un peu un mélange des deux. Voilà. Je pense qu'il y a une phrase qui dit il n'y a pas meilleur qu'un feignant quand il se met au travail. Et moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai eu des rythmes, j'en ai parlé lors de mes premiers spectacles, de mecs qui se couchent tard, qui se lèvent tard. Mais quand je bosse sur un truc, je me donne vraiment à fond. Et vraiment, sur chaque film que j'ai fait ou sur les spectacles, quand je travaille, je suis obsessionné, je travaille comme un fou. T'es un humoriste, comédien, oui. Scénariste. T'as déjà une très très longue et belle carrière derrière toi. Mais t'es surtout, avant toute chose, le fruit d'un mélange papa Gérard marseillais, maman Aline pied noir de Oran. Parle-moi de l'odeur de l'enfance. J'ai des souvenirs extraordinaires de dimanche midi où on arrivait, c'était au Parc de la Rose, pour ceux qui connaissent, à Marseille, où ma tante faisait le couscous, ma tante faisait le couscous. Donc c'est des odeurs, on va dire, de toute la Méditerranée. Et ça nourrit chaque jour encore ma vie, mon inspiration, parce que c'était vraiment une enfance très très heureuse, et avec toute la famille. Mes cousins, c'est comme on est un paquet, on est très nombreux, et on se considère tous comme des frères, on est tous très liés. L'esprit de famille permanent, vraiment. Tu viens de parler d'odeur de nourriture, c'est quoi ton plat préféré? Le couscous. C'est un plat particulier parce que c'est un plat très connu, mais il y a 10 000 façons de le faire, selon les origines, et puis selon l'habitude, en fait. C'est quand on est habitué à... Donc c'est toujours la grande compétition du couscous de sa mère ou de sa grand-mère et celui des autres. Tu as commencé comme gardien de but, si je ne m'abuse. J'étais gardien de but, et j'ai eu la chance, ou pas, de partir de chez moi vers 14 ans. C'était le jour de mon anniversaire, dans un centre de formation. Et donc j'ai vécu en internat pendant 3 ans comme ça, et ça a été... T'es devenu mature plus vite. Une assez belle... Oui et non, parce que justement le côté dont on parlait, le côté un peu glandeur, tout ça, le paradoxe c'est que quand tu es sportif de haut niveau très jeune comme ça, il y a un paradoxe qui est que tu es hyper actif et tu es super prêt à la compétition, mais aussi tu es conditionné pour te reposer entre les... et donc ça fait un mélange de glandes et d'hyperactivité en fait. Moi ça me va. Est-ce que tu te souviens du jour où tu es tombé amoureux de l'humour? Parce que je crois savoir que c'est un film, alors tu vas nous dire lequel, qui a été un déclic, parce que tu as arrêté donc le foot, et c'est quand même pas du tout la même chose, l'humour, le football. Non, c'était en même temps. Déjà, il y a eu plusieurs choses. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. C'était les premiers jours où mes parents étaient partis, je ne sais plus quel âge j'en avais, j'étais avec mon frère. C'est les trucs où quand tu te retrouves un peu tout seul à la maison. Bon, il n'y avait pas encore les films porno, donc on avait regardé Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Et quand j'ai compris, j'étais assez jeune, que c'était un métier, je me suis dit, waouh, c'est juste génial, quoi. Quand tu vois, il y avait Coluche, Gérard Lanvin qui chante Le Chevalier Blanc. Et puis voilà, puis il y a aussi des films comme T'empêche tout le monde de dormir, Gérard Lauzier avec Daniel Auteuil, La troupe du Splendide, et puis des émissions aussi comme Les Nuls, où par exemple très vite, c'était les premiers magnétoscopes, les premiers caméscopes. En fait, c'était des caméras plus grosses que ça, tu partais avec ton magnétoscope, la valise. Tu peut-être trop jeune, t'as pas connu ça. Tu partais avec une grosse... Alors je dis pour tous les jeunes qui nous regardent, là, nous quand on voulait se filmer, quand j'avais 13-14 ans, on partait avec un magnétoscope qui était comme ça, les cassettes elles étaient comme ça. Tu partais, ça marchait une fois sur deux, il y avait tout un truc, et là, on imitait un peu l'esprit des nuls, de faire des petits sketchs. Tu as débuté chez ton frère, en fait, ton acolyte de toujours, ton grand frère, dans son restaurant. J'ai pas débuté complètement, j'avais une troupe qui s'appelait Les Locaux, on jouait à Marseille, au Chocolat Théâtre, au Quai du Rire, c'est des cafés-théâtres très connus, dont un est sur le Vieux-Port. Et après, mon frère avait un tout petit restaurant à Saint-Tropez, j'allais faire les saisons là-bas, je faisais la plonge.
comme j'avais commencé à faire du one man et à écrire tout seul, parce que je devais faire un duo, la personne m'avait lâché. C'est là que j'ai vraiment testé mes premiers sketchs en solo. Et mon frère a commencé à écrire comme ça, après le service du soir, après le service du restaurant, il a commencé à écrire avec moi. Je jouais dans un piano-bar qui s'appelle l'Atelier. Et c'est marrant parce qu'il y avait, des fois, il restait 30 personnes. Et le patron du piano-bar, qui était un ami, il disait « Ouais, quelqu'un qui fait du stand-up, tout ça, est-ce que vous voulez l'écouter ?» Et donc je prenais le micro. Et au milieu, il y avait des Français, mais il y avait aussi des étrangers en vacances. Je me demandais ce qu'ils se foutaient, mais c'était pour démarrer, il n'y avait pas mieux, parce qu'on écrivait l'après-midi, le soir même, je testais déjà, et ça m'avait vachement fait progresser pour le spectacle qui était à venir. Alors toi, tu as eu une ascension quand même super fulgurante parce que tu as fait donc, du stand-up, tu as joué dans des films, tu as fait tout, quoi, la télé, la radio, enfin tout ça. Et il y a eu un moment donné où on t'a plus vu du tout. Alors, comment tu l'as vécu, ça? Comment c'est ta famille? Parce que tu parles beaucoup de ta famille. Est-ce que tu t'es raccroché à ça? C'est eux qui t'ont soutenu? Est-ce que c'était volontaire de ta part ou est-ce que tu as été un peu boudé par tout le monde parce qu'on t'avait trop vu? Non, c'est lié à une période où en fait, j'avais fait un très beau film. Je m'étais beaucoup investi. Et la sortie avait été un peu bizarre. Et puis en fait, quand je suis arrivé à Paris, j'étais avec mon frère, un ami d'enfance. Et tout ça a été très intense et très rapide. Et je ne m'y attendais pas spécialement. T'étais très on jeune. a vécu ça de façon très intense. Aussi bien le jour que la nuit. Il y avait toujours beaucoup de monde chez nous. On habitait un appartement, c'est un peu comme dans les séries américaines où, tu vois, où les colocs. Et il y avait beaucoup de monde, des gens connus, des gens moins connus, mais c'était un appartement porte ouverte, un peu comme ça. Tout ça a été très intense. Je m'étais beaucoup investi pour ce film Cavalcade, qui reprenait un roman d'une histoire vraie, quelqu'un qui se retrouve en fauteuil roulant. Et tout ce petit mélange a fait que je me suis dit, tiens, je vais mettre un petit coup de volontaire. C'était volontaire. Je me suis dit, je vais rentrer à Marseille et on va un peu calmer tout ça. T'as eu peur qu'on t'oublie? Non, c'est pas aussi simple que ça, mais au point de vue, c'est comme un artisan. Mon père, par exemple, il est peintre en bâtiment, il était artisan. C'est comme si d'un coup, tu dis, tiens, je freine un peu parce que je travaille trop, je vais m'occuper de ma famille et que d'un coup, tu n'as plus de chantier, quoi. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, pour les artistes, on essaie d'enjoliver, de mettre. Mais des fois, c'est juste très simple. Hein. C'est que, voilà. Tu t'écris tout seul, t'écris à plusieurs mains. Comment, en termes de fréquence? Le premier spectacle, en fait, c'est des années de petites scènes, de scènes ouvertes, de café-théâtre, et tu arrives avec quelque chose, voilà. Le deuxième, troisième, quatrième spectacle, après, c'est pas pareil, parce que tu as déjà de la notoriété. Les gens t'attendent. Les gens t'attendent, et donc, heureusement qu'il y a des petits lieux super où on peut aller jouer son spectacle, rôder. Les gens savent qu'on est en rodage. Et du coup, c'est plus ta face. À Nantes, il y a la compagnie des cafés-théâtres, et à Toulon, moi j'ai rodé dans plein de lieux comme ça. Et c'est des lieux super, avec un public à 100 personnes, et voilà. Parle-moi de l'odeur de l'échec. C'est pas... Il y a des choses plus graves, en fait. Voilà. Ouais. L'odeur de la gloire? L'odeur de la gloire, c'est génial, mais c'est pareil aussi, il y a des choses plus importantes. Et puis, c'est très vite, en fait, quand ça se passe comme pour moi, où ça va... C'est fulgurant, où c'est assez fulgurant, où tu passes vraiment d'un quartier de Marseille en 2-3 ans à d'être tous les soirs, tous les samedis soirs avec l'émission d'Ardisson. À l'époque, c'est déjà vieux, c'est dingue de parler comme un vieux, mais parce que ça a plus de 10 ans, tout le monde en parle, voilà. Ça va tellement vite que comment dire, j'étais déjà dans ma tête, c'est logique, tu te dis, tu sais très bien que sur un parcours comme ça, il y a bien un film ou il y a bien un spectacle ou n'importe quoi qui va moins marcher et que ça va te faire chier, c'est moi l'expression, et puis qu'après tu sais que tu rebondis. Enfin, c'est ce qui est génial dans la vie, c'est que c'est pas linéaire. Hein. Et alors, c'est ce que j'ai jamais compris. Ça fait des années. Voilà, que ce soit au restaurant ou en boîte de nuit ou dans un bar, les filles vont toujours aux toilettes à 2. Je sais pas pourquoi, c'est une règle, je sais pas, peut-être. Alors souvent c'est pour ça que c'est bien, peut-être c'est pour faire la sécurité, elles prennent une copine un peu costaud, ça aide, je sais pas ça. Non mais c'est un truc de fille, je sais pas les mecs, on fait pas ça nous. Enfin, t'imagines, tu es au restaurant, bon, t'es là, tu te lèves de tête, d'un coup tu te retournes, tu fais, dis-moi Robert, tu es avec moi aux toilettes? C'est un truc de fille.
Et donc, c'est une vraie expédition. Parce que souvent, les toilettes publiques, faut reconnaître, c'est souvent un petit peu sale. Donc, elles arrivent comme ça. Alors, c'est toute une expédition. Déjà, elle arrive comme ça devant les toilettes, elle ouvre. Hein, elle sort le petit mouchoir pour prendre la poignée. Ça rentre. Hein. Il y a la copine, hein, un peu costaud, qui se met devant pour faire la sécurité. Et là, c'est toute une organisation. Là, la nana, elle rentre. Bon, elle a gardé le manteau. Donc là, il faut trouver une solution. Donc, elle remonte le manteau comme ça. Elle fait un nœud autour, ça. Après, elle a le sac à main. C'est c'est dégueulasse, où est-ce que je vais poser mon sac à main? Donc, elle réfléchit pendant 2 heures. D'un coup, elle trouve la solution. Elle fait, je vais le mettre autour du cou, hein, comme un Saint-Bernard. Donc là, elle est toute coincée dans les toilettes. Et après, il y a la grande technique de déposer du papier tout autour de la cuvette. Il y a 2 techniques. Il y a la technique des petites lamelles découpées, ou alors la technique du long filet de papier cul. Et alors là, la technique des petites lamelles, il faut déposer, il faut découper. Il ne faut pas prendre les premières feuilles au cas où quelqu'un les aurait déjà touchées. Les 2-3 premières feuilles, il ne faut pas les utiliser. C'est au fond des toilettes, au cas où il y aurait un plouf. Et là, c'est très technique. Faut déposer... Il faut beaucoup de dextérité. Tu déposes du papier tout autour de la cuvette, comme ça. Faut faire attention de ne pas faire tomber une lamelle, sinon il faut tout recommencer. Et là, elle dépose du papier pendant 2 heures tout autour de la cuvette. Et là, en fait, une fois qu'elle a terminé, elle s'assoit jamais sur la cuvette. C'est vraiment par précaution, c'est au cas où elle glisse ou quoi. Donc là, après, c'est compliqué, il faut tenir en équilibre. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a celles qui se tiennent aux parois des toilettes, comme ça, du mur, comme ça. Sinon, la plus répandue, c'est celle qui se tiennent à la poignée de la porte. C'est la tenue, c'est la posture chousse, comme ça. Et il y en a, il paraît, ça va être carrément en équilibre sur la cuvette. Ça, c'est la femme araignée. Et là, une fois qu'elle a fait tout ça, qu'elle est prête, elle fait allez, c'est bon. Et donc, elle fait ah mince, j'ai encore oublié d'enlever la culotte. Et après, elle sort toute fraîche, comme si de rien n'était. Et j'adore, parce que là, quand tu sors dans les toilettes publiques, j'adore, c'est le sèche-main. Le sèche-main, c'est comme le sèche-cheveux, mais pour les mains. Tu t'es séché, bon, déjà, tu as essayé de trouver, d'essayer d'ouvrir l'eau pendant 2 heures. Tu cherches le petit truc comme ça, laser. Une fois que tu t'es tout éclaboussé, bon, là, tu peux aller te sécher les mains. Et là, il ne faut pas être pressé. Là, tu mets tes mains en dessous, et là, t'attends. 2 heures. Et tout ça pour terminer comme ça, en plus. Hop là, voilà. Le plus grand bonheur ou le plus grand regret de votre vie? Le plus grand bonheur, c'est tellement bateau, mais c'est tellement vrai. C'est quand un petit être qui rejoint, qui rentre dans le cadre de la famille. Quand tu as des enfants, c'est juste extraordinaire. Il n'y a rien de très original. C'est ma fille. Bon, t'as envie de te détendre un petit peu, boire un coup, manger un morceau, manger des bonbons, manger des bonbons, ouais, pourquoi pas. Bon, alors on se dirige par là-bas. C'était pas mal comme position. C'est un peu étrange, oui, c'est un peu conceptuel. T'as une devise, Titoff? Droit au but. C'est la devise de l'Olympique de Marseille. D'accord, donc ça c'est parce que je veux bien que tu t'ailles t'asseoir là, tu vois, par là. Fais attention, il y a un lustre. Droit au but. Mais tu l'appliques vraiment ou... Oui. T'as un livre de chevet? Oui. C'est la biographie de Basile Boli. Donc tu es très foot. Non, mon livre de chevet, c'est Les liaisons dangereuses. On retire souvent du livre, de l'œuvre, l'aspect séduction, mais c'est vraiment pas que ça. C'est un bon, je trouve, miroir de rapports humains. Et en plus, ça a l'avantage d'être intemporel. Et du coup, comme j'avais aimé le film, j'ai lu le livre, l'échange, la correspondance de lettres. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'on trouve dans les poches de Titoff? Alors, on trouve quelques billets, on trouve un briquet, un petit porte-bonheur. Ah, t'es gris-gris? Non, pas gris-gris. C'est un truc qui a été béni. C'est plus un aspect famille. Voilà. La playlist de Titoff en 3 titres, ça donne quoi? Waouh! Girls and Boys, The Prince, l'album de Stevie Wonder, qui est carrément... il n'a jamais eu autant de morceaux réussis sur le même album. Et puis les Nocturnes de Chopin. Ah, joli. Et je rajouterai un petit Public Enemy et Dr. Dre au milieu. Spécial dédicace. Voilà. Et Samouraï de Shuriken, du groupe IAM. Et c'est un morceau qui m'a suivi,
depuis que le morceau est sorti, c'est un morceau qui m'a toujours suivi régulièrement, que j'écoute souvent comme ça. C'est un très très beau morceau. Bon, nous, on a été ravis de t'avoir dans l'émission. Waouh! Et on a un petit... Non, tu t'échappes pas comme ça, t'as rêvé, toi. On a un petit rituel de fin. En général, on vous demande le mot de fin. Et bien chez nous, c'est le pas de danse de fin. Eh ben, écoute, alors, donc, on va te remettre la musique du début. Tu vas te mettre là sur le gros rond rouge qu'il y a là devant toi. Tu vas faire des petits pas de danse. Moi, je vais essayer de te suivre. Je dis bien, je vais essayer parce que je ne suis pas danseuse, moi, n'est-ce pas? Et voilà. Ok, bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop difficile. on veut danse le Mia, tu sais. Je sais pas si vous connaissez le tennisman, hein, la pub Kinder Bueno avec le tennisman, avec Joey Fritzonga. Qu'est-ce qu'il joue bien, la comédie. À mon avis, il va pas tarder à avoir un César ou un Oscar. Hein. Vous connaissez ou pas? Parce qu'il y en a eu plusieurs. Bon, je vais vous parler de celle qui se passe dans son appartement, c'est chez lui. C'est chez Joey Fritzonga, il est comme ça, il est chez lui, il est content, ça, il est là. Hein, d'un coup, il se retourne vers la caméra, d'un coup, il est comme ça, il fait « Oh, j'ai un petit creux !» Qu'est-ce qu'il joue bien. C'est vrai que dans la vie, quand on a faim, on fait tout ça, dans la vraie vie. Hein, c'est « Oh, j'ai un petit creux !» Puis après, il réfléchit comme un dingue, il fait « Oh là là !» Oh là là, pourvu qu'il reste un Kinder Bueno. Parce que, j'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Donc là, il se dirige vers la cuisine, un très bel appartement, Joey Fritzonga. Hein, puis il arrive d'un coup, il arrive devant la cuisine, et oui, il fait ouf, il reste un Kinder Bueno. Donc toi, à ce moment, tu dis, bon, maintenant, ça serait bien qu'il le mange, hein, son Kinder Bueno. Et là, c'est chez Joey Fritzonga. Hein. C'est le 7e ou 8e joueur mondial. On ne sait pas trop comment ça se passe. Enfin, ça va très vite. Si la porte est entrouverte, enfin, on ne comprend pas très bien. D'un coup, il y a la voisine qui rentre chez lui, comme ça. D'un coup, comme ça. Alors, on fait bonjour, je suis la nouvelle voisine. J'ai un petit creux. C'est un immeuble où ils ont tous des petits creux. Et là, entre nous, franchement, ce genre de scénario, hein, la voisine qui rentre chez un mec qu'elle connaît pas, d'entrée, alors il a dit j'ai un petit creux. En général, ça n'a rien à voir avec une pub pour une barre chocolatée. Vous avez tous bien compris, hein, dans ce genre de scénario, la voisine rentre, elle dit j'ai un petit creux, tu vois un peu le style de barre chocolatée qui lui sort le mec. Enfin, et donc là, Joey Fritzonga, quand il entend ça, j'ai un petit creux, tout de suite il s'affole. Il se retourne vers la caméra comme ça, d'un coup il fait comme ça. Oh là là! Oh là là! Pourvu qu'elle prenne pas mon Kinder Bueno! Et quel âge il a, le mec? Il a 3 ans et demi ou quoi? Il y a une nana 25, 26 ans qui rentre chez lui, pas mal la nana en plus, hein. Et lui, il a peur qu'elle lui pique son Kinder Bueno. Et la voisine, elle vicieuse, elle le voit le Kinder Bueno. Alors Joey Fritzonga, il est malin aussi. Ce qu'il fait, c'est qu'il se met devant le Kinder Bueno comme ça pour le cacher. Et là, il lui propose tout ce qu'il y a à manger chez lui, sauf le Kinder Bueno. Il fait, vous voulez pas plutôt un délicieux gâteau au chocolat saupoudré de sucre grasse, hein? Entre nous, franchement, quand t'as un super gâteau au chocolat comme ça à la maison, hein, qu'est-ce que tu vas te faire chier à manger un Kinder Bueno? Et là, il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Une tarte aux pommes ou un smoothie. Il propose tout ça. Une côte de bœuf, une paella, un couscous. Il propose tout ce qu'il y a à manger, sauf le Kinder Bueno. Et la voisine, elle s'en gêne, et là, elle fait, ah non, non, non. Moi, je veux le Kinder Bueno. Qu'est-ce qu'elle est sans gêne, celle-là? Donc la situation est complètement bloquée. Ils se regardent tous les deux comme deux cons, comme ça. Et puis d'un coup, en fait, ils réalisent qu'en fait, il y a 2 barres chocolatées dans un Kinder Bueno. Alors ils se regardent, ils font, eh bien, on n'a qu'à partager. Et vraiment, vraiment, un de mes moments préférés, c'est à la fin de la pub, justement, quand Joey Fritzonga, il croque dans la barre chocolatée, comme ça, il se retourne, il fait comme ça. J'aime trop ça, moi, les Kinder Bueno. Oh, qu'est-ce qu'il joue bien, vraiment. Puis, comment on dit entre nous, enfin, ce genre de pub, c'est des grandes marques, enfin, il y a des moyens. Donc, enfin, c'est les mêmes moyens utilisés que pour un vrai film de cinéma, mais en plus court. Ils font plusieurs prises, etc.
Donc en gros, ce que ça veut dire qu'au moment où on regarde la pub à la télé, ça veut dire que c'est la meilleure prise. Tu vois un peu le making-of des prises ratées. Hein. Oh, il y a un petit creux. Ah non, Joe, c'est pas là le ventre. Hein, j'aime trop ça, moi, les Kinder Pingui. Ah non, ça, c'est pas toi, celle-là. Hein, et là, il a re-signé, j'ai lu ça dans la presse. Enfin, il a re-signé, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en faire. Ils font des nouvelles, ils reviennent à l'ancienne, ils repartent sur une nouvelle. Là, j'adore. La dernière en date, c'est ils sont retournés dans la boulangerie. Vous la connaissez certainement. Là, j'adore. Vous l'avez vu ou pas? Là, il arrive dans la boulangerie. Là, cette fois-ci, là, il a réservé son Kinder Bueno. Comment dire? Attention, ça ne nous regarde pas, mais quand même. Enfin, bon, un joueur de tennis de ce niveau, quand même... Ça gagne plutôt bien sa vie. Faut le faire, réserver un Kinder Bueno quand même. Mais essayez vous demain, allez dans votre boulangerie, vous allez voir. Essayez de réserver un Kinder Bueno. Tu vois qu'on va te recevoir le boulanger. Bonjour, je voudrais 2 baguettes, 3 pains au chocolat. Vous me réservez un Kinder Bueno pour demain.